quand on met en place de la co-construction dans une organisation, on a tendance à le voir comme c'est le manager qui délègue une part de sa responsabilité. En gros, il offre plus d'espace à ses équipes pour faire de la co-construction. Tu donnes de la responsabilité aux équipes et du coup, toi, en tant que manager, tu as moins de responsabilité. En fait, c'est exactement l'inverse. Plus tu donnes de la responsabilité à tes équipes, plus toi, tu es responsable. C'est juste que tu n'es pas responsable de la même chose. Si tu demandes à tes équipes d'être responsables de solutions qui vont être mises en œuvre sur le sujet précis de l'absentéisme, par exemple, toi, en tant que direction ou que top management, tu deviens hyper responsable de quels moyens tu donnes à tes équipes pour adresser le problème et quel est l'objectif que tu leur fixes. Et du coup, tout ça, ça constitue quel est le cadre que tu leur donnes. On va pouvoir répondre aux managers qui se posent la question de comment impliquer leurs équipes pendant les grandes périodes de changement. Donc là, on parle vraiment réorganisation, gros projet, en utilisant 3 techniques. C'est la co-construction, la consultation et l'information. Chacune de ces techniques, elle a ses avantages, ses inconvénients, des bons moments où on pense qu'il est opportun de les utiliser, mais aussi des moments où on se dit qu'il vaut mieux éviter et passer par autre chose. Je te propose qu'on démarre par le truc qu'on voit le plus sur LinkedIn et autres, qui est la co-construction. C'est clair, comme tu l'as dit, aujourd'hui la mode n'est plus trop au management top-down. C'est pas non plus ce qu'on préconise, évidemment. Les gens qui nous écoutent sur cette chaîne savent que ça nous tient à cœur d'impliquer les gens au maximum. Et souvent, la réponse qui est apportée, souvent par les clients qu'on accompagne, c'est bon, là, on va co-construire. Dans quel cas on se dit que c'est malin et qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi les erreurs aussi à éviter par rapport à la co-construction? Alors déjà, un truc que je vais dire qui va paraître complètement basique, mais en fait qui on rencontre quand même souvent comme cas, c'est ce qui est bien, c'est de co-construire quand on a réellement la place de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas déjà une idée préconçue du livrable qu'on attendrait des équipes, mais qu'on a réellement des terrains de liberté qu'on peut offrir aux équipes et dans lesquels on est prêt à faire des sacrifices sur ce que nous, on aurait fait si on avait été seul. Oui, donc pour le dire du coup très clairement, c'est peut-être une banalité, mais en vrai, je pense que c'est quand même une banalité que beaucoup de managers font comme erreur. Si t'es pas à l'aise avec la possibilité que tes équipes fassent un choix différent du tien, ne demande pas à tes équipes de faire ce choix-là pour toi et donc ne demande pas de co-construire ce point-là. On veut pas faire d'attaque, de dire « Ah ouais, vraiment, il y en a plein qui sont nuls ». Mais globalement, c'est un peu un truc de faire un contrat très clair. Et on le verra après, là on parle de co-construction, mais c'est un peu la même chose sur consultation ou information. L'idée là, c'est vraiment clarifier le contrat, être sûr de ce qu'on attend réellement des équipes. Et donc, co-construction, ça marche super bien quand on est réellement prêt à faire en sorte que quelqu'un ait un avis ou une suggestion différente de la nôtre. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'on avait vue, et là, Carline, tu avais un exemple. Ouais. C'était différencier, du coup, dans ce cas-là, le rôle du manager du rôle des équipes, en assumant que le manager va évidemment pas complètement disparaître de ce terrain, en fait. C'est lui qui fixe le cadre, qui donne des moyens, et il demande aux équipes de choisir, elles, par contre, les actions à mettre en place au sein de ce cadre. Ouais, exactement. En gros, ce qu'on se dit, c'est que il vaut mieux co-construire sur la mise en œuvre des idées et le fait de trouver des idées ou les modalités pratiques. Par contre, on déconseille de co-construire sur l'objectif ou le projet en lui-même. Je donne un exemple concret. J'avais accompagné un codir qui dirige une maroquinerie de luxe dans les alentours de Lyon. Ils avaient un objectif, une vision qui était très claire, c'était de donner plus de place, de responsabiliser leur manager intermédiaire. Ça, c'est l'objectif. Ils n'ont pas fait une session de qu'est-ce que vous aimeriez plus dans notre fonctionnement avec vous? Est-ce que vous aimeriez être plus responsabilisé? Non, ils ont dit le constat aujourd'hui c'est ça. Nous, on a envie de vous emmener là, donc le chemin pour y arriver, c'est on va vous responsabiliser. Ce qu'on vous propose pour ça, donc le projet qu'ils ont proposé, c'est une décision du CODIR et pas des managers intermédiaires, c'est de mettre sur la table des sujets stratégiques pour la maroquinerie. Par exemple, l'absentéisme, par exemple, il y avait un projet d'extension, donc c'était des choses quand même assez stratégiques. Et ils ont demandé aux managers intermédiaires de constituer des groupes de volontaires pour travailler sur les sujets précisément. Donc, le cadre, les moyens donnés aux managers intermédiaires, c'est la direction qui en a eu la responsabilité. Par contre, comment chaque groupe voulait s'organiser et aussi concrètement quelle idée on propose. Ok, on a de l'absentéisme dans nos maroquineries, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour essayer de faire baisser cet absentéisme? Ça, sur les sujets précis, c'est du coup les équipes, enfin en tout cas les équipes de managers intermédiaires qui ont travaillé dessus. Et donc la co-construction, elle porte vraiment sur le sujet précis qui est défini. Et c'est là où c'est intéressant, je trouve, vraiment, c'est cette notion de précision. En fait, je trouve que la co-construction marche très bien quand les axes sont assez clairs. Là, il n'y a pas
L'axe n'était pas améliorer l'engagement des équipes et c'est au manager de tout, ton manager intermédiaire que tu cites, de tout défricher pour dire ah bah donc il y aura une partie, c'est ça. En fait, on leur donne réellement un sujet à craquer et c'est vraiment la résolution du problème, eux ils peuvent l'apporter. Exactement. Et c'est ça qui est dur à faire. Et moi je trouve que c'est un des exercices les plus durs à la co-construction. C'est quand est-ce que là je suis en train de donner un truc trop large, là je suis en train de donner un cadre où en fait j'ai déjà à moitié résolu l'exercice, donc c'est pas hyper excitant. Et moi, j'avais accompagné une équipe où, pour le coup, eux, ils avaient beaucoup de mal à justement, ils donnaient des axes, mais très très larges. Et c'est hyper dur pour les équipes de s'en emparer. Et surtout, c'est hyper dur pour les équipes de faire des solutions pragmatiques, en fait. Parce que si on leur donne un axe stratégique qui est la responsabilisation, par exemple, bah, ils vont dire pour la responsabilisation et eux-mêmes vont refaire de la stratégie en échange et on n'arrive pas réellement à avoir cette différenciation cadre versus action. Ouais. Quand on met en place de la co-construction dans une organisation, on a tendance à le voir comme c'est le manager qui délègue une part de sa responsabilité. En gros, il offre plus d'espace à ses équipes pour faire de la co-construction. Et en fait, quand on réfléchissait au sujet, on se disait non, il n'y a pas tu donnes de la responsabilité aux équipes et du coup, toi, en tant que manager, tu as moins de responsabilité. En fait, c'est exactement l'inverse. Plus tu donnes de la responsabilité à tes équipes, plus toi, tu es responsable. C'est juste que tu n'es pas responsable de la même chose. Et ce qu'on a envie de donner comme message, c'est que si tu demandes à tes équipes d'être responsables de solutions qui vont être mises en œuvre sur le sujet précis de l'absentéisme, par exemple, toi, en tant que direction ou que top management, tu deviens hyper responsable de quels moyens tu donnes à tes équipes pour adresser le problème et quel est l'objectif que tu leur fixes. Et du coup, tout ça, ça constitue quel est le cadre que tu leur donnes. Donc, si tu augmentes la responsabilité des équipes, tu augmentes la responsabilité du manager et c'est pas de la délégation. Oui. Parce qu'à la base, on avait créé une petite flèche responsabilisation de gauche à droite. En fait, on s'est rendu compte que c'était tout le temps au curseur max, alors que notre échelle marchait pas du tout. Exactement. C'est pas grave. Donc ça, c'est pour la co-construction. Il y a un autre moyen pour impliquer des équipes dans le cadre de grandes transfos, c'est la consultation. Et je veux bien que tu nous donnes un peu ton avis là-dessus parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup rencontré de cas cette année où les gens voulaient consulter tout le temps à tout va. Du coup, tu avais observé que ça fonctionnait pas toujours très bien. Oui, voilà, c'est ça. En fait, la consultation, à la base, c'est un peu ce qui a créé cette table ronde. C'est moi, je me suis beaucoup posé la question de qu'on peut faire en tant que manager. Il y a plein de sujets d'organisation dans lesquels on se dit, moi, j'aimerais que mes équipes, elles puissent le vivre le mieux possible. Et donc, souvent, on se dit, du coup, ce que je vais faire, c'est leur demander leur avis. Vous voulez quoi? Mais même, j'en sais rien, déménagement, vous voulez quelle couleur au mur? On va faire un grand truc, vous voudriez quoi? Et en fait, souvent, le résultat, il est assez déceptif quand les managers font des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai du mal à trouver d'exemples de consultation qui marchent super bien sur de très grandes échelles. Parce qu'en fait, on laisse les équipes dans une position un peu passive par rapport à ça, un peu cliente. C'est-à-dire, on déménage, moi je veux que mon mur soit rose, il est pas rose, je suis pas contente, il est rose, je suis contente, mais ça va pas changer ma journée. Et en fait, on garde les sujets beaucoup dans les mains des managers. Mais du coup, ça, il vaut mieux qu'ils l'assument en fait. Oui, voilà, et en fait, c'est ça. Moi, je trouve que la consultation, elle marche super bien quand on dit pas que c'est au service des équipes et que c'est pour modifier le projet au service des équipes. En fait, non, c'est au service du manager ou de la manager qui va utiliser ces infos pour prendre une décision. Mais encore une fois, on reparle de contrat très clair. Si je suis très au fait que quand je te demande ton avis, c'est parce que ça va moi m'aiguiller dans ma décision et que je suis contente d'avoir ton avis pour mettre de l'eau à mon moulin. Mais du coup, c'est assumé. Hyper bien. Comme ça, tu promets pas de prendre en compte la centaine d'avis que tu as reçus sur la couleur des futurs murs du bureau. C'est ça, la centaine ou même un avis. Si j'étais pas claire en me disant Caroline, t'en penses quoi et que toi tu pensais que j'allais réellement modifier ce que je vais faire en fonction de ton avis, en fait. On serait pas au clair juste dans notre communication. Et à l'échelle d'une centaine de personnes, c'est encore pire. Parce qu'en plus, tu te retrouves avec trop d'infos à traiter. Ouais, c'est clair. J'ai rencontré cette année des managers qui avaient reçu au cours d'une démarche avec leur équipe des points à traiter. Et en fait, elles ont traité ces points parce que c'était leur rôle. Et quand elles ont annoncé aux équipes, voilà, tous les points qu'on a traités, donc le problème, la solution qu'on apporte, le problème, la solution qu'on apporte, elles se sont dit, mais en fait, c'est hyper déceptif. C'est-à-dire que tout le monde a continué à dire moi je suis pas content, la colère des équipes a pas diminué. Et en fait, c'est parce qu'elles ont fait déjà une réponse très rationnelle à des choses que les équipes remontaient de manière très émotionnelle. Donc ça a fait un peu, ils parlaient pas le même langage. Et ensuite, elles, en apportant comme ça la solution, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les équipes sont restées dans une position de cliente, à dire j'aime ta solution, j'aime pas ta solution.
au lieu de se dire qu'est-ce que ça va pouvoir changer pour moi au quotidien et à réellement s'impliquer ou se projeter dans la solution qu'elles amènent. Donc, pour la consultation, pour moi, c'est soit on se dit l'avis des équipes va réellement changer le mien. Dans ce cas-là, j'assume de ne pas avoir 200 avis, mais de chercher des volontaires qui veulent travailler dessus et on passe à la phase co-construction. Soit on dit l'avis des équipes va juste mettre de l'eau à mon moulin, mais potentiellement je peux rester sur mon idée première. Et dans ce cas-là, contrat très clair et plutôt de l'informel. Moi, j'aurais tendance à dire on fait pas des grands sondages ou quoi. Vaut mieux aller voir de l'informel, consulter les gens en leur disant « Tiens, j'ai ce sujet, est-ce que tu peux m'aider pour réfléchir ? Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai besoin d'avoir un avis supplémentaire. » Ouais, et tu parles d'informel, je pense qu'il fonctionne bien aussi sur la consultation, c'est sur des petits périmètres. Ouais. Ça va avec le côté informel d'ailleurs, hein. Si tu es manager d'une dizaine de personnes, en tout cas, c'est plus facile d'intégrer à ton agenda du mois à venir. Ah bah là, il faut que je pense quand même à demander un peu leur avis sur ce sujet précis en disant bien, c'est une décision que moi je dois prendre en tant que manager, mais j'ai envie, comme tu le disais, j'aime bien l'image, de mettre un peu d'eau à mon moulin, donc je te demande ton avis. Il y a aussi dans les grands changements ou les grandes réorgs, un côté comment on informe. Alors, on parle pas des aspects légaux hein, dans plein de grands projets, par exemple déménagement, on a cité cet exemple, il me semble, il y a des infoconsultations avec les représentants du personnel, etc. Ça, c'est encadré par la loi, donc on va pas en parler ici. Là, on s'intéresse à comment, en tant que manager, dans quel cas c'est malin d'informer des équipes de changement et comment tu peux t'y prendre. Nous, en y réfléchissant, on s'est dit qu'on avait beaucoup d'exemples en tête de managers qui presque surcommuniquaient. Pour plein de raisons. Parce qu'ils essayent déjà de faire en sorte que les équipes soient convaincues du bien fondé du projet. Et donc, ils vont essayer d'aller voir les équipes un maximum pour leur dire « Ah bah voilà, tu comprends, ce projet, il va être bien. » Encore une fois, hyper bonne intention, mais on reste dans une position un peu spectateur-acteur. Et du coup, bah en fait, tu regardes, tu prends pas, tu dis « Je suis content, je suis pas content. » Mais ça ne devient jamais le projet des équipes. C'est compliqué de se projeter en tout cas. Une autre chose, et là c'est vraiment un tip que je donnerais aux managers, c'est souvent les personnes qui viennent vous voir pour dire « Ah mais c'est pas clair, mais on manque un peu d'informations, mais j'aurais aimé être informé ». En fait, c'est assez rare que ce soit les plus grands alliés que vous ayez, ou en tout cas les gens qui vont être le plus volontaires pour vous aider. C'est plutôt des réflexes de personnes qui sont encore au stade 1 de la projection, ou en tout cas de la mise en action de votre projet. Parce que le stade 2, le stade 3, ce serait de prendre des initiatives, de faire des choses, d'aller vous voir directement sur un point précis de compréhension. Mais dire de manière générale « Ah, mais on manque d'infos », en fait, c'est que c'est des gens qui sont pas encore impliqués. Et la réponse de comment les impliquer, c'est certainement pas de répondre au manque d'infos par de l'info. C'est potentiellement de répondre par un peu moins d'infos, mais par exemple un petit terrain de co-construction. Moins d'infos, mais leur poser une question de « Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu as besoin de cette information-là ?» En tout cas, c'est pas répondre directement à la question qu'ils posent. Et moi, je l'ai vu là récemment dans une organisation qu'on a accompagnée. En fait, vraiment des réunions de 4 heures tous les mois, toutes les 2 semaines, je crois qu'ils faisaient, où ils réexpliquaient l'organisation en disant il va se passer ça, ils rentraient dans le détail de l'Excel, de un tel, il va avoir tel manager et il va avoir ça et tout. Et en fait, ça n'a pas créé de mouvement de projection des équipes et ça ne crée pas plus de gens qui sont engagés avec vous. Ça crée plus de gens qui sont plus précis, avec plus d'attentes sur leur côté spectateur, parce qu'ils sont habitués à venir toutes les 4 heures et à se dire « Ok, je vais écouter pendant 4 heures des infos sur ma réorg ». Mais ça les a pas aidés à créer des mouvements d'engagement de faire ça. Parce qu'il y a eu un petit peu, à mon avis, c'est mon analyse, un petit peu de surréaction vis-à-vis de remarques qui étaient en fait des remarques de gens personnes qui n'étaient pas impliquées de base. Voilà, c'est ça. Si on reprend ton exemple, donc des situations où il y a vraiment des gros changements, là, il me semble que la réorg dont tu parles, c'était quand même un truc assez structurant pour l'organisation que tu accompagnais. Notre préconisation là-dessus, c'est plutôt d'assumer qu'il y a certaines décisions qui sont déjà prises, plutôt que de minimiser les difficultés ou quoi. En fait, il y a un petit côté arrache le pansement. Ouais. Voilà, oui, tu annonces ta réorg, tu annonces à la fois ce qui est excitant, enthousiasmant dans le truc, tu annonces aussi les difficultés. Le cas d'un déménagement, c'est pareil. Ne cherche pas à informer tout le monde de tout en même temps, mais essaye plutôt d'identifier les vrais terrains sur lesquels, là, réellement, tu vas pouvoir, si ton projet te le permet, faire de la co-construction, donc vraiment des territoires un petit peu plus petits. Et surtout, moi, dans le cadre de grosses réorgs comme ça, ou de projets un peu où tu es obligé d'arracher le pansement, comme on disait, aussi notre conseil, c'est en tant que manager, concentre-toi plutôt sur, on appelle ça la courbe en J ou la courbe de deuil que ça va générer. C'est-à-dire, si demain je t'annonce que chez Albus on déménage, il se peut que Audrey, tu passes par différentes étapes émotionnelles, d'abord peut-être un peu de déni, un peu de colère, etc. Bon. Et en fait, ton rôle dans ce genre de grande situation en tant que manager, c'est plutôt d'accompagner cette petite courbe et d'identifier les personnes, encore une fois, sur des sujets précis qui ont envie de s'impliquer
et qu'ils le montrent par des actes plutôt que des personnes qui vont te réclamer de l'information de manière générale, alors qu'en fait, l'information, ils vont pas en faire grand-chose. C'est ça. Et en fait, l'information, ils ont du mal à s'en emparer. Il y a un truc qui est important de communiquer, par contre, et de pas lâcher. Quand bien même, moi, je vais être très en colère parce qu'on déménage, et donc je vais râler toute la journée, globalement. Il y a un truc que tu es obligé de pas lâcher, c'est m'expliquer pourquoi on le fait. Et ça, tu peux pas lâcher le côté émotionnel de « mais ça va nous apporter des trucs incroyables, on quitte ces petits bureaux avec ces décos faites en carton », pour avoir potentiellement demain un vrai rhinocéros de 3 mètres à l'entrée. Ah bah ça donne envie. Voilà. Et ça nous permettra, j'en sais rien, d'accueillir plus de gens, d'avoir plus de colloques, de plein de choses. Et bah tous ces trucs-là, les lâche pas par contre. Et en fait, ce qui va me permettre de moi traverser mes émotions, c'est que j'ai compris qu'au bout, il y a un objectif. Je suis juste obligée de passer par ces émotions-là pour moi aussi m'approprier le changement et commencer à me projeter et faire le deuil un peu de l'appartement dans lequel je suis. Ouais, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que là, il s'agit pas vraiment de donner de l'info. Non. Il s'agit plutôt de donner du sens. Et c'est l'objet d'une autre table ronde qu'on va du coup pas développer ici. Voilà. Non mais c'est ça, c'est pas donner l'info à vos équipes et puis disparaissez. Continuez à informer régulièrement les équipes, mais peut-être pas sur toutes les modalités pratiques. C'est les gens qui en auront besoin qui viendront vous chercher sur et est-ce que les murs seront roses, c'est important pour moi, pour la déco, pour savoir si quelle couleur veux-tu sur les murs. Voilà. Du coup, si on récapitule, on a vu un peu 3 réponses managériales qu'on peut apporter pour impliquer des équipes dans le cadre de changement. La co-construction, la consultation et l'information. Déjà, on s'est dit que c'est 3 choses différentes, faut pas les mettre dans le même sac. Et puis, on a essayé un petit peu de détailler dans quel cas ça nous semble malin, un peu les erreurs à éviter, et puis qu'est-ce que nous on préconise. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas, on va pas être ayatollah de la co-construction à tout prix, du participatif à tout prix. Nous, on pense que déjà, en vrai, là, on va dans le détail parce que nous, on est consultante et qu'on a le temps d'y penser. Juste un ou une manager qui se dit comment j'essaye d'impliquer mes équipes et qui tente des choses, c'est très bien. Hein. Enfin, c'est pas. C'est clair. Là, on pinaille parce qu'on s'est dit tiens, c'est marrant. Nous, on n'utiliserait pas les outils tout le temps de la même manière. Qu'on soit très clair, si vous avez consulté, tenté de faire quelque chose et essayé de mettre en place un projet qui correspond aux équipes, on va pas vous taper dessus. Non. Voilà. Dans tous les... c'est bien de le préciser. Et puis, si vous avez, si les personnes qui nous écoutent ont des cas en tête qu'ils ont gérés d'une certaine manière ou qui ont envie de tips, j'imagine qu'on sera ravis d'en discuter. Mais oui, avec grand plaisir. Avec ces personnes-là en commentaire. À la prochaine, Audrey. Salut. Salut, Caroline.